Aïe aïe aïe, du rouge sur les marchés, encore après un léger rebond sur certains indices. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça peut représenter une opportunité d'achat? C'est ce qu'on va essayer de définir dans cette vidéo. Comme vous pouvez le voir avec le Nasdaq ici en rouge, le S&P 500 en noir et le CAC 40 en bleu, on est reparti ces derniers jours sur une phase de correction après le flash crash qu'on a eu début août. Alors il faut quand même se rendre compte qu'on est plutôt sur une phase un petit peu baissière avec toutes les incertitudes qu'il peut y avoir dans le monde économique dont on va parler juste après. On est quand même sur une phase un petit peu baissière depuis un moment. Alors sur le CAC 40, ça dure depuis mai 2024 et on voit que pour le S&P 500 et le Nasdaq, on a plus tenu et on voit que ça dure depuis début juillet. On voit aussi que le Nasdaq, qui avait pas mal surperformé jusqu'à maintenant, commence à sous-performer très légèrement le S&P 500. On a beaucoup de volatilité sur le secteur de la technologie, notamment avec Nvidia. Et puis on voit concrètement que le CAC 40 sous-performe très largement depuis le début de l'été. C'est pour ça que personnellement, j'ai pour l'instant pas forcément trop rechargé sur mon PEA. Je me suis un petit peu concentré notamment sur les actions US. Donc voilà, ça fait partie de ma stratégie. Si on regarde un petit peu ce qui se passe en ce moment, on sait qu'on a des difficultés, notamment en Chine, donc ce qui fait fortement baisser notamment le secteur du luxe, ce qui explique aussi la large sous-performance pour l'instant du CAC 40. On va essayer de définir juste après si on peut commencer à observer des points d'entrée ou non sur le secteur du luxe, qui pour l'instant est en tendance baissière. Globalement, donc, on a effectivement des signes qui montrent un ralentissement de l'économie chinoise. On a aussi des signes de ralentissement aux USA. Et donc, globalement, ces deux secteurs géographiques qui sont assez cruciaux mondialement. Par exemple, la croissance qui ralentit en Europe va avoir moins d'impact que la croissance qui ralentit aux États-Unis. Et c'est vrai que pour l'instant, les chiffres, notamment de l'emploi aux États-Unis, montrent qu'on commence à avoir quand même un ralentissement qui se concrétise avec des espoirs notamment de baisse des taux. On attend d'ailleurs le FOMC prochainement pour savoir un petit peu ce que compte faire Jérôme Powell, même si on a déjà eu des indices. Donc le marché s'attend quand même à une baisse des taux assez importante. Un autre élément à prendre en compte, plus discutable, mais que j'aime quand même bien prendre en compte, c'est la saisonnalité. Et vous voyez que depuis 20 ans, le mois de septembre, c'est le pire mois pour les indices boursiers, et notamment ici le S&P 500. Je vous ai mis aussi sur Twitter, n'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre sur Twitter pour ceux que ça intéresse, je poste pas mal de contenu. Vous voyez que on perd globalement en moyenne 0,8%, ce qui est pas non plus la mort finalement. Donc globalement, la baisse, elle peut atteindre des niveaux plus bas, mais généralement, en moyenne, à la fin du mois de septembre, on est sur moins 0,8%. Donc c'est quand même à relativiser, mais vous savez que globalement, en moyenne, sur le mois de septembre, on est plutôt sur un mois qui est baissier. Bon, là j'étais sur BTC, hop, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté du luxe, avec notamment. Hop, je vais d'abord me mettre en weekly avec notamment LVMH qui avait une belle période de croissance et vous voyez que là on est en train de concrétiser une belle phase baissière avec des points hauts de plus en plus bas et on a même cassé pour l'instant le canal haussier. Vous voyez, on est venu le retester, on s'est fait rejeter par la moyenne mobile 200 périodes, on est juste venu combler le gap baissier et puis là on retourne sur les plus bas du mois d'août. Donc pour l'instant, personnellement, moi je suis baissier sur LVMH. On est sous la zone de neutralité du RSI. Et tant qu'on n'aura pas vraiment de signe de retournement, des cassures de résistance, une cassure concrète de la zone de neutralité, avec potentiellement un retest, et pour moi, on restera baissier sur LVMH
Hermès avait une configuration un petit peu plus, et a toujours d'ailleurs, une configuration un petit peu plus attractive, mais vous voyez qu'on est en train de réintégrer. Donc personnellement, moi j'étais rentré sur la cassure du canal baissier, c'était ma première entrée sur Hermès, donc à 2000, aux alentours des 2000 euros. Vous voyez qu'on est en train de réintégrer tranquillement notre canal. Donc pour l'instant, je vais patienter. Je suis rentré sur l'action et puis je vais attendre des niveaux plus bas, hein, si on venait à les atteindre pour pouvoir rentrer. C'est pareil, hein, sur Hermès, on va potentiellement réintégrer notre tendance baissière, hein. On venait de retester là la zone de neutralité du RSI. Vous voyez que ça n'a pas fonctionné, donc on se fait rejeter aussi et donc on repart pour l'instant, pour moi, en tendance baissière. Ça va aussi être à confirmer. Après, Hermès réagit quand même, au même titre que Ferrari, hein, pour l'Ultralux, réagit quand même mieux que LVMH, Kering, hein, aussi notamment. Donc voilà, pour le secteur du luxe, c'est un petit peu compliqué. Pareil, pour l'instant, pour ASML, on est sous la zone de neutralité, hein, qu'on avait cassé avant la grande baisse. Donc c'était déjà un premier indicateur avant le flash crash qu'on a eu. Et puis là, on a l'impression qu'on va potentiellement retourner sur le bas de canal. Alors attention, attention, personnellement je suis prudent. J'étais rentré à 680 sur ASML. Vous savez que j'avais vendu une partie de mon bag, il me restait 50%. J'avais vendu une partie de mon bag aux alentours des 800 et quelques, il me semble. Bon, après, c'est monté beaucoup plus haut, hein. Et puis là, j'ai commencé à recharger à 680. Si on venait à casser durablement le canal baissier, ce serait un indicateur assez important. On pourrait rentrer dans une phase baissière un petit peu plus conséquente. Sur Nvidia, c'est une configuration un peu baissière pour l'instant aussi. Donc c'est du court moyen terme, hein. Sur le long terme, pour moi, pour l'instant, on est toujours haussier. Mais vous voyez que pour l'instant, Nvidia réagit quand même plutôt bien. On est toujours au-dessus finalement de la zone de neutralité. On a quand même formé des tops de plus en plus bas. Là, pour l'instant, on bloque sur notre zone de support juste ici. À voir aujourd'hui un petit peu comment ça va se passer. À voir d'ici la fin de la semaine comment ça va évoluer. Et pour l'instant, on tient la zone de neutralité. On tient les supports. Donc pour Nvidia, pour l'instant, il n'y a rien d'alarmant. Alors effectivement, le ralentissement de la croissance globale inquiète. On a aussi le fait que finalement le S&P 500 sans les Magnificent Seven, il n'est pas si rassurant que ça. Donc on est quand même très prudent. Si on regarde un petit peu, hop, le S&P 500, pour l'instant, il forme un double top. On va se mettre en daily. Vous voyez que pour l'instant, on a formé un double top. On bloque, ce qui est plutôt positif pour l'instant, hein. Hop, j'ai enlevé les volumes, ça gâche un peu la vue. Pour l'instant, vous voyez que on bloque au-dessus du gap haussier qu'on avait formé, ce qui est plutôt positif. On bloque aussi sur la moyenne mobile 50 périodes en journalier. Donc pour l'instant, c'est plutôt positif. Si on venait à combler puis à casser le gap, ce serait beaucoup moins positif, sachant qu'on a déjà formé un double top ici, donc un double top qui est plutôt baissé pour l'instant. Donc personnellement, je reste aussi attentif sur le S&P 500. Vous savez que je regarde en ce moment pas mal le CL2 et le LQQ, qui pour moi pour l'instant ont une configuration un petit peu similaire. Vous voyez qu'on passe en daily sous la zone de neutralité. Donc à court terme, c'est plutôt baissier. On a formé un gap baissier aussi juste ici. Si on regarde, hop, en weekly, pour l'instant, on tient la zone de neutralité. Donc à moyen terme, il va falloir surveiller. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on vienne clôturer au-dessus de la zone de résistance qu'on avait cassée qui devient zone de support. Pour le LQQ, pour l'instant, pour moi, on en est un petit peu au même point. Je suis patient. Si on regarde plutôt
Donc le Nasdaq, hein, finalement, vous voyez que c'est un peu plus négatif que pour le S&P 500. On a concrètement cassé le gap haussier qu'on avait formé. Alors que vous voyez, sur le S&P 500, on reste au-dessus. Donc pour l'instant, la configuration est moins sympa pour moi sur le Nasdaq. Il y a plus de volatilité, etc. etc. Donc j'ai fait un petit point là sur le club des investisseurs rationnels pour ceux que ça intéresse. Vous voyez, 2 configurations possibles. Donc voilà, personnellement, je reste observateur. J'ai pas repris ni de CL2 ni de LQQ. Personnellement, je suis plutôt attentiste. J'attends de voir un petit peu ce qui se passe. Je suis pas alarmiste. Voilà, c'est peut-être qu'une correction. Mais pour l'instant, je préfère un petit peu observer. Quitte à louper un point bas, hein, je préfère avoir une confirmation de retour en tendance haussière plutôt, plutôt que d'investir là tout de suite. Surtout que les news, il y a pas mal d'incertitudes. On ne sait pas trop comment va réagir le marché, donc je préfère être patient. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si la vidéo vous a plu.